Bonjour à tous. Le 15 avril dernier, les sénateurs ont adopté le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Un texte qui vise essentiellement à verdir l'agriculture avec la mise en place d'une mesure phare, la création des groupements d'intérêt économique et environnemental, des groupes qui rassemblent les agriculteurs aux bonnes pratiques et ces derniers, en échange, ont des aides préférentielles. Mais ce matin, je vous propose de voir un point bien particulier de ce projet de loi, l'article 4, qui aborde la question de l'utilisation de fertilisants azotés dans des zones déjà frappées par la pollution, sachant que ces fertilisants azotés sont souvent à l'origine des fameuses algues vertes. Tout de suite donc, retour à cette séance au Sénat le 11 avril dernier. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 4. Article 4, j'ai une demande de parole de Marcel Deneux. Vous avez la parole, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, lorsque j'avais demandé un temps de parole sur cet article 4, j'avais deux observations à faire sur cet article 4. L'une d'elles me paraît être inutile puisque sur l'aspect du bail environnemental, il me semble qu'on a trouvé un consensus, ce qui me permet d'ajouter mes compliments à ceux qui ont déjà été faits hier sur les qualités de consensus du rapporteur et du président que je veux à mon tour féliciter. Puis j'ai une deuxième observation sur ces problèmes de l'azote, Monsieur le Ministre. Une observation puis une suggestion. On ne peut pas traiter de la même manière quand on parle de l'azote organique et l'azote minéral. C'est des problèmes techniques, mais il faut quand même le dire à ceux qui sont chargés d'appliquer la réglementation. Ce n'est pas la même chose, ça n'a pas les mêmes répercussions sur la qualité du sol. Donc, première observation. Ma seconde observation, j'ai fait un rapport en 2001 sur les variations climatiques. À cette époque, j'avais interrogé le président de l'Académie de médecine, le professeur Tubiana, qui est maintenant décédé, et le professeur Tubiana m'avait dit sa perplexité sur la manière dont il fallait apprécier ce chiffre de 50 mg qui n'avait aucune justification médicale. C'était il y a 14 ans, ça n'a pas changé, je veux vous le redire, ce n'est pas un dogme, c'est un chiffre qui est là un peu par hasard, il faut donc le manier avec beaucoup de précaution. Je le dis surtout pour mes amis qui s'en servent parfois comme une vérité médicale, ce n'est pas vrai. Mon deuxième point, c'est de vous parler, Monsieur le Ministre, de la manière d'apprécier ce critère sur la pente en matière d'azote. J'ai cultivé des terres en pente, et lorsqu'on cultivait des terres en pente avec la traction animale, on labourait dans un sens perpendiculaire à la pente, parce qu'on n'avait pas la puissance pour labourer dans le sens montant-descendant, les attelages ne le permettaient pas. Et le ruissellement, voire l'érosion, qui est consécutif au labour du sens de la pente, est le résultat de la mécanisation. Lorsqu'on a un tracteur important, si on laboure en travers, le conducteur n'est pas à l'aise, le matériel travaille mal. Bon, donc, c'est le résultat de la mécanisation. Or, en labourant en montant-descendant, on pratique toutes les 35 ou 40 cm, suivant le matériel qu'on emploie, une rigole qui permet à l'eau de dégouliner d'un bout à l'autre de la pente. Or, il y a un moyen d'arrêter ce phénomène qui a été créé par la mécanisation et qui est irréversible puisque la mécanisation continuera, on ne va pas revenir à la traction animale, il y a un moyen d'arrêter, ça s'appelle la culture sans labour. Dans le département de la Somme d'où je viens, nous avons beaucoup insisté pour créer des cultures sans labour, qui est une bonne réponse agronomique, une bonne réponse environnementale avec l'économie d'énergie. Et j'ai maintenant dans le département de la Somme plus de 10 000 hectares cultivés sans labour. Or, on ne peut pas apporter la même réponse sur les terres en pente et sur le pourcentage de pente aux gens qui cultivent sans labour ou à ceux qui cultivent suivant d'autres méthodes. Je souhaite donc, Monsieur le Ministre, qu'avec vos services, qui sont capables de le faire, vous avez une très forte compétence dans tous vos services, on réfléchisse à la manière de donner un signal
pour que cette technique de culture sans labour, qui est utile et nécessaire, se développe à condition que l'interprétation qu'on fera des textes leur donne un signal favorable. Alors je voulais vous le signaler, nous ne sommes pas pressés, mais nous attendons ce signal quelque part pour continuer à développer la culture sans labour. Merci, chers collègues. Je suis saisie de 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 324 rectifié bis. Ah, Monsieur le ministre ? Oui, je voudrais quand même commencer cette matinée avec quelques petits mots sur les grands enjeux agronomiques. Et je salue l'intervention du sénateur Deneux par rapport à toutes ces questions qui sont liées. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'amendements qui se posent un certain nombre de questions et je reprends 2-3 sujets importants. La question de l'azote, et en particulier sur la question de la déclaration sur les ventes d'azote minéral. Il faut quand même qu'on s'explique de manière très claire sur ce sujet. J'ai entendu hier déjà que c'était un élément de complication supplémentaire. Je rappelle quel est l'objectif. Et pourquoi, en Bretagne par exemple, c'est accepté par la profession agricole. Toute la profession agricole. À l'échelle de la Chambre d'agriculture régionale et par les syndicats agricoles, j'ai bien dit les syndicats agricoles. Quel est l'objectif de cette déclaration d'azote minéral qui ne concerne pas les agriculteurs, mais les distributeurs d'azote et qui se met en place à titre expérimental après décision au niveau de la région. La Bretagne étant la première région qui va expérimenter cette mesure. Je rappelle, il s'agit de substituer à l'azote minéral qui est acheté aujourd'hui et épandu sur les terres en Bretagne, l'excédent d'azote organique qui est lié à l'élevage breton. Principe simple. Je vous rappelle en plus que l'azote, c'est du gaz. Et on importe ce gaz et donc cet azote. Alors qu'on a de l'excédent d'azote organique qui, souvent, au lieu d'aller fertiliser les terres et les plantes, va dans les rivières et ensuite faire ce qu'on sait, c'est-à-dire des algues vertes. Donc le principe, c'est de se mettre en ordre de bataille pour substituer à l'azote minéral acheté et importé qui coûte cher, l'azote organique en excédent. Mais pour arriver à faire ça, il faut qu'on soit capable de savoir combien il y avait d'azote minéral de vendu. Les agriculteurs, ça ne change rien pour eux. C'est les distributeurs et les vendeurs d'azote qui devront déclarer les quantités qu'ils ont vendues dans une année de référence qui sera l'année 2014. Et puis après, on calculera la substitution, la baisse de l'azote minéral. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une déclaration. Donc il ne faut pas se tromper dans ce débat. Je le dis vraiment à tous les sénateurs que j'ai entendus hier, ou même dans les amendements que j'ai vus, laissent penser que cette déclaration, ça serait encore une norme supplémentaire. Non, c'est un objectif extrêmement clair qui va permettre d'utiliser l'azote organique qui est produit ici plutôt que d'importer de l'azote minéral. Voilà le sujet. De la même manière sur la question de la méthanisation. Qu'est-ce que c'est que la méthanisation ? Il y a un rapport de l'ADEME, je le dis quand même ici ce matin, un rapport de l'ADEME qui indique que si on valorisait l'ensemble du méthane lié à la production de matières organiques aujourd'hui en France, on arriverait à produire en méthane dans le réseau près de 40% de ce qu'on consomme aujourd'hui en gaz. Et je le répète, gaz importé. Et vous savez de quelle région ? Le Sud ou quelquefois de l'Est ? Avec les sujets géopolitiques, géostratégiques qui vont avec. Là, on a un potentiel de gaz, j'allais dire naturel, je mets ça entre guillemets, qui est là et on ne le valorise pas. Dans le système de l'azote total, avec derrière la méthanisation, c'est le fameux plan EMMA qui est en cours de mise en œuvre. C'est ça l'objectif aussi. C'est de faire en sorte que ce qui est un déchet aujourd'hui devienne une ressource. Et l'agriculture a une potentialité. Il ne s'agit pas de substituer la production de gaz, le méthane, à une production agricole. Il s'agit de faire en sorte que la production agricole qui génère de la matière organique puisse valoriser cette matière organique au travers du méthane pour faire du gaz. C'est ça l'objectif aussi.
On est parfaitement dans l'idée d'économie circulaire. Et donc, on a des simplifications à faire. Parce que ça m'a été posé comme question. Il y a plein de projets, mais c'est vrai qu'il y a toujours des difficultés. Simplifier les procédures, c'est engagé. C'est la procédure unique de déclaration, que ce soit l'éolien, que ce soit le solaire, que ce soit le méthane. On a une seule déclaration à faire et pas 3 établissements classés, tout un tas de problèmes à gérer. C'est engagé à titre expérimental pour les 3 années qui viennent. On va accélérer ce processus. Il y a aussi des questions sur les prix de rachat et la dégressivité, par exemple, lorsqu'on fait des systèmes collectifs qui finissent par remettre en cause, on avait le débat hier, les systèmes collectifs au détriment des systèmes individuels et qui surtout pourraient, si on ne peut pas développer de manière plus structurante les systèmes collectifs, faire qu'un certain nombre d'exploitations de taille moyenne n'aient pas accès à la méthanisation parce qu'ils n'auraient pas les capacités de financer des projets collectifs au travers de la dégressivité, en particulier du prix de rachat. Donc on a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on continue de travailler, sur les déclarations, sur les ICPE aussi. Mais ayez conscience dans l'esprit de cette loi qu'on est dans un processus qui va dans le sens d'enclencher une capacité à l'agriculture de pouvoir valoriser ce qui a été considéré comme des déchets aujourd'hui comme des ressources, ce qui, sur la question de l'azote, consiste à dire tout simplement que plutôt que d'importer de l'azote minéral et du gaz, eh bien, utilisons mieux et de manière plus rationnelle l'azote organique qui est disponible lorsqu'il est en excédent. C'est ça aussi le principe. Et puis, sur les grandes questions agronomiques qui ont été évoquées par M. Deneux, c'est d'accompagner tout ça avec des modèles agronomiques qui permettent justement de mieux absorber l'azote, de mieux le garder, de mieux le séquestrer dans les sols et de mieux le délivrer ensuite pour les plantes plutôt que de l'utiliser en épandage qui souvent finit dans les rivières ou ailleurs. C'est ça l'objectif. Voilà, je voulais le rappeler au moment où on va discuter beaucoup d'amendements. Ne nous trompons pas, il n'y a pas plus de normes, il y a simplement un changement de modèle et d'approche. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Revet, c'est sur l'article. C'est une parole sur l'article. Alors, je vous en prie, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 2 mots, parce qu'il y a encore, je ne sais plus combien, près de 700 amendements, et on est vendredi. Mais Monsieur le Ministre, très bien ce que vous venez de dire. On partage tout à fait, mais on fait comment? Je veux dire par là, il faut le dire ici, on le partage, et pour celles et ceux qui, sur le terrain, le pratiquent, et on est un certain nombre d'agriculteurs ou d'anciens agriculteurs ici, on partage le principe, Monsieur le Ministre. Mais après, qu'est-ce que l'on fait? Je vous rappelle que la France était le principal producteur agricole en matière de viande, de lait et autres de l'Europe il y a encore 10, 15 ou 20 ans. Et aujourd'hui, les Allemands nous ont remplacés, et alors que nous leur vendions du lait, nous leur vendions de la viande de porc et autres, aujourd'hui, ce sont eux qui nous le vendent. Pourquoi? Pourquoi, Monsieur le Ministre, si vous voulez bien m'écouter 30 secondes? Tout simplement parce que la politique agricole en Allemagne a été complètement changée, et à l'image, j'entends encore mon collègue Gérard Bailly dire, s'agissant des agneaux qui venaient de Nouvelle-Zélande, que la valeur ajoutée, la valeur là-bas, c'était la laine et non pas la viande, et que nous vendions la viande d'agneau à bas prix et donc concurrençait nos agneaux. Eh bien là, c'est la même chose. La production de méthane en Allemagne a fait en sorte que les coûts de production du lait et de la viande en Allemagne ont diminué fortement et qu'ils nous concurrencent. Alors, chiche, je crois que les agriculteurs sont prêts. Je ne suis pas breton, je suis normand, mais ils sont prêts à faire. Mais par-delà le discours, parce que c'est bien de dire le discours, Monsieur le Ministre. Et il y a des amis qui vont le reprendre, qui sont dans cet hémicycle ou autre, pour encore fusiller les agriculteurs. Mais alors, mettons au point, dans un accord entre les élus, les responsables et les professionnels, un dispositif qui fasse qu'on puisse permettre à nos agriculteurs de réaliser ce que vous faites. Mais il va falloir les aider, comme les Allemands, l'Allemagne a aidé ses producteurs. Merci, chers collègues. L'amendement 324 rectifié bis, Monsieur César, vous le présentez? Madame la Présidente, j'ai bien entendu le plaidoyer du ministre par rapport donc à ces zones. Il faut lui rendre hommage parce que ça concerne uniquement les zones vulnérables. C'est ce qui est écrit dans le texte. Et ça me paraît important de souligner. Mais après, il est dit
L'autorité administrative peut imposer aux personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées à cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'ils ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone où qu'ils ont cédé. À toute personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées. Donc aujourd'hui, notre amendement 324 a pour objectif donc, de supprimer les alinéas de 1 à 6 et moins de contraintes, Monsieur le Ministre, moins de normes, Et nous sommes à l'époque où on veut simplifier l'administration de la France et on en complexifie encore plus. Donc nous sommes opposés à cette solution qui n'est pas bonne dans l'article 4. Le 379 rectifié et le 518 rectifié sont identiques. Monsieur Collin, avez-vous quelque chose à rajouter ou je peux considérer qu'il est défendu? Il est défendu. Je vous remercie. Monsieur Leleu, Monsieur Lasserre. Non, ne perdons pas de temps, c'est le même amendement. Transposons-nous dans la réalité des pratiques. Nous avons l'absolue garantie qu'en zone vulnérable, ce texte ne touche que les zones vulnérables. OK, il faut y faire des efforts. On a la garantie que les agriculteurs ont l'obligation de déclarer la totalité de leurs apports azotés, qu'ils soient chimiques ou qu'ils soient d'autres origines, animales notamment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la complexité inutile que l'on rajoute aux pratiques normales. On est dans une période où on recherche de la simplification administrative. Nous avons là un tout petit endroit où il serait facile de ne pas alourdir, de ne pas compliquer. Imaginons un instant également, dans ces zones dites fragiles, la loi l'autorisant, toutes les tentatives qu'il y aura de la faire appliquer. Alors, moi je suis très étonné que l'on complique à souhait un problème qui est réglé. Merci, Monsieur Lasserre. Le 240 rectifié bis, Monsieur Deneux. Vous pouvez le défendre? Il est défendu? Non, mais Monsieur Deneux peut le défendre. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, il s'agit d'ajouter à l'alinéa 5, après les mots « ces matières », les mots « et ou aux prestataires de services d'épandage ». En effet, ces services d'épandage jouent un rôle non négligeable et ils le joueront de plus en plus dans la mesure où il s'agit d'entreprises spécialisées par lesquelles nous avons de plus en plus de besoins pour des travaux spécialisés. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur les trois amendements identiques, donc un avis, et sur le 240 rectifié bis. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bonjour. Nous démarrons la journée par un sujet très important. D'abord, dans la loi, il est bien indiqué, mais ça a été dit par M. César et par M. Lasserre, c'est dans les zones vulnérables. Donc déjà, enlevons tous les faux débats, tout le reste, zones vulnérables. Mais s'il y a ça pour les zones vulnérables, c'est bien qu'on part de quelque chose. Et c'est bien qu'il y a eu une façon d'appréhender cette agriculture et l'épandage d'azote depuis 30 ans qui a fait que nous avons pollué les sols. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, personne ne sait quelles conséquences cela peut avoir sur la santé et sur l'environnement, mais surtout sur la santé de l'homme. Aucune étude sérieuse n'a été faite sur les polluants en faible dose, en mélange et dans la durée. Personne, ni ceux qui sont pour, ni ceux qui sont contre. C'est la raison pour laquelle je fais ma première pub de la journée. Dans la Drôme va être construit un pôle de recherche en toxicologie environnementale et en écotoxicologie. Unique en Europe, validé par l'État, validé par toutes les universités, validé par les pôles de recherche mondiaux, pour savoir si, oui ou non, nous en parlions hier avec Madame Blandin, le principe de précaution, soit d'un côté ne s'apparente pas poussé au bout à de l'obscurantisme, soit de l'autre côté on dit que ça ne sert à rien. Eh bien, il faut objectiver le principe de précaution. Mais il y a une chose dont on est sûr, c'est que l'épandage qu'il y a eu pendant toutes ces années, toute l'azote qui a été dans les sols, a fait très mal. Et je dirais à M. Revet que nous sommes tous sur le terrain. Moi, je ne suis pas agriculteur, mais je prétends connaître un peu l'agriculture dans mon territoire. Et il y a aussi des zones d'épandage. Et si la politique agricole allemande a changé,
Ben, c'est bien pour ça que le ministre, aujourd'hui, avec cette loi d'avenir, veut la changer. Parce qu'on se compare toujours à l'Allemagne. Mais enfin, si on a quelques difficultés aujourd'hui, c'est peut-être bien, sans aucun esprit polémique, que la politique agricole française menée depuis ces dernières années n'a pas forcément très bien marché. Parce que si elle avait bien marché, on n'aurait pas entendu depuis 3 jours problème de revenus, problème de déprise, etc. et tout ce qu'on voit dans cette loi. Donc la loi qui est mise en place par le ministre Le Foll, c'est justement pour essayer de régler un certain nombre de problèmes. Et puis après Stéphane Le Foll, de la même couleur politique ou d'une alternance, il y aura sûrement un autre ministre de l'Agriculture qui fera une autre loi. Mais enfin, nous l'évoquions dans la discussion générale, la LMAP, que nous avons débattue en 2009, c'est pas loin 2009. Elle avait des points très positifs, mais sur tous ces sujets, elle n'a rien amené. Et si nous sommes obligés d'en parler aujourd'hui, c'est qu'elle n'a rien amené. Donc sur ces sujets, il faut bien avancer. Et puis, vous parliez des aides pour les agriculteurs. Je pense quand même qu'avec la PAC, avec la politique menée par le chef de l'État et le ministre, nous sommes arrivés quand même dans cette direction à sauver ce dont on pensait qu'il n'était pas sauvable. Alors c'est sûrement pas assez pour les uns, c'est bien pour les autres, on n'est pas là pour polémiquer, mais je parlais d'un constat. Alors ensuite, sur la suppression de déclaration obligatoire de flux d'azote. Moi je pense, et M. Daniel Dubois hier a fait voter un amendement sur les normes. Il y a un moment où il y en a marre. Il y en a marre des normes. Il ne faut pas en rajouter sans cesse. Mais enfin, il y a normes et normes quand même. Et ça, ce qui est mis dans cette loi sur la déclaration obligatoire, c'est bien quand même pour essayer de faire en sorte que les choses ne s'empirent pas. Et ce n'est pas un procès d'intention. On sait très bien que tout le monde essaye de faire le mieux possible. Pour les agriculteurs, vous avez raison, Monsieur Lasserre, Monsieur César, ils font déjà leur déclaration, ce n'est pas la peine d'en rajouter. C'est pour ça que ce qui est dit dans la loi, on n'en rajoute pas. Ils font déjà leur déclaration, donc il n'y a pas de sujet là-dessus, et on ne complique pas pour les agriculteurs. Ce qui semble vous poser problème, c'est sur les transporteurs. Voilà. Et nous en avons beaucoup parlé en commission, et nous en parlions encore en aparté avec le président Raoul. Et on se disait, mais après tout, si nous étions des gens concrets et pragmatiques, comme vous dites, si on enlevait du texte transporteurs et distributeurs, est-ce que ça ne serait pas mieux? Ben non. Je suis désolé de vous dire que ça ne serait pas mieux. Parce que si on avait pu le faire, vous connaissez Daniel Raoul, il l'aurait proposé et nous l'aurions fait. Pourquoi ce n'est pas possible? Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que si on enlève, mais je sais qu'on n'est pas d'accord, monsieur Sarr, mais si on enlève les transporteurs, non mais ce n'est pas un contrôle encore. Si on enlève, je vais vous dire pourquoi. Si on enlève les transporteurs, alors là vous pourrez dire qu'il y a de la discrimination positive et négative. Ça voudrait dire que seuls les agriculteurs sont obligés de faire une déclaration d'azote et les transporteurs ne seraient pas obligés. Et quand un GAEC, quand une structure va chercher de l'azote à tel endroit et l'amène dans sa structure, c'est quand même bien normal que le transporteur, là ce n'est pas une norme pour les agriculteurs, c'est pour que les transporteurs le déclarent. Alors après, soit on se dit c'est bien pour la santé, c'est bien pour l'environnement, c'est bien pour contrôler cela, parce que le mot contrôle, il n'a pas forcément des connotations toujours négatives. On veut améliorer les choses. Soit on se dit on ne veut pas les contrôles pour les transporteurs, les distributeurs, ça veut dire peut-être, je ne dis pas pour vous, surtout pas pour vous, aucun procès d'intention, mais ça veut dire peut-être que finalement on préfère que rien ne soit contrôlé sur le sujet et puis que l'on fasse comme avant. Et je pense vraiment que si nous faisions comme avant, alors nous ne serions pas responsables vis-à-vis du Grenelle de l'environnement et vis-à-vis de la santé de nos petits-enfants. C'est la raison pour laquelle je crois vraiment que dans les zones vulnérables, uniquement vulnérables, déclaration annuelle pour les agriculteurs, très bien, rajouter les transporteurs et les distributeurs, ce n'est pas un contrôle supplémentaire, ça permet tout simplement une vérification de la situation de l'azote dans ces zones vulnérables et voir si les choses se passent plutôt bien. Je pense franchement qu'il ne faut pas voir réglementation et normes toujours de façon négative, vous savez ce que j'en pense, il faut les diminuer, mais sur le sujet, je crois qu'il en va de la santé de l'homme et il en va de la santé des sols et de l'environnement. Ce n'est pas un contrôle supplémentaire, c'est une vérification objective de la situation. Monsieur le rapporteur,
Monsieur le rapporteur, je n'ai pas entendu votre avis. Alors, vous aurez compris J'ai que je compris. mettais un avis Défavorable. défavorable à la suppression. Le 240 rectifié bis également, monsieur le rapporteur. Voilà, attendez, là j'ai mal démarré, je me suis laissé. Qu'est-ce que vous dites, Madame la Présidente? Le 240 rectifié bis, je mets un avis favorable à l'amendement Voilà. de Monsieur Adno. J'ai bien fait de vous le demander. Monsieur le ministre. Sur cette question de l'azote et par rapport aux interrogations qui sont les vôtres. D'abord, le rapport entre la France et l'Allemagne en termes de production agricole reste le suivant. La France, c'est 19% de la production agricole européenne, quand l'Allemagne, c'est autour de 11%. Ils ont progressé, mais il y a quand même encore une marge. Et nous, il faut qu'on soit capable de reprendre, en tenant compte de l'environnement, une marche qui nous permette de soutenir et de développer notre production. Donc on est tous d'accord là-dessus. Sur la question de l'azote, dans une zone d'excédent d'azote structurel, la vraie question qui est posée, c'est qu'aujourd'hui, tout est calculé sur la matière organique azotée. Les agriculteurs sont obligés de tout déclarer. Et ils sont bloqués et plafonnés. C'est le cas en Bretagne ou dans d'autres endroits. Si on veut justement desserrer un peu l'étau qui fait que tout est bloqué aujourd'hui, et que la production porcine, je prends celle-là, en Bretagne, a été diminuée depuis 10 ans de près de 5 à 7%. Le nombre de cochons a baissé, avec les conséquences que l'on sait en termes industriels. Si j'ai donc un excédent d'azote organique, et tout le système, et c'est logique par rapport à la Commission européenne, j'ai de l'excédent d'azote organique, donc je dois avoir des plans d'épandage, et cet azote organique doit être calculé de telle manière qu'il s'adapte au plan d'épandage. Quel est le problème? C'est qu'en Bretagne, là où on a des zones d'excédent d'azote organique, on achète de l'azote minéral. Oui, mais donc par rapport à l'Europe, pour sortir justement de ce côté, de cette quadrature du cercle, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir plus d'azote organique, mais en même temps, je continue à acheter de l'azote minéral. Qu'est-ce qu'on fait? C'est complètement schizophrène. Qu'est-ce qu'on dessert comme étau? Ben, on dit, là où on a d'azote organique en excédent, on pourra le substituer à l'azote minéral qui vient aujourd'hui dans ces zones d'excédent. Et ça permettra de libérer justement les contraintes qui existent. Mais pour faire ça vis-à-vis de l'Europe, il faut quand même qu'on s'explique. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on est obligé d'avoir une déclaration sur l'azote minéral pour voir la substitution entre l'excédent d'azote organique et la baisse de l'azote minéral. C'est pour ça qu'on fait ces déclarations. Elles sont faites par les coopératives et les distributeurs d'azote. Ça ne concerne pas les agriculteurs. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'en Bretagne, il y a des coopératives et des distributeurs d'azote qui sont locaux, mais qu'on peut tout à fait faire venir de l'azote minéral d'ailleurs. Et là, on est obligé de demander une déclaration sur les transporteurs. C'est pour ça. Mais ça va exactement dans le sens que vous voulez. Comment desserrer des étaux? Comment faire en sorte qu'en tenant compte des contraintes environnementales, on arrive à desserrer les étaux? C'est ça l'enjeu de ces déclarations. Ce n'est pas autre chose. Donc il ne faut surtout pas se tromper sur l'objectif. Je comprends, hein, j'ai bien entendu M. César, mais il faut que vous compreniez que ce qu'on est en train de faire avec l'azote total, là, cette question-là, c'est un changement complet d'approche, qui n'est pas là pour justement brider, mais qui est là pour être plus rationnel dans l'utilisation de l'azote organique, diminuer l'utilisation de l'azote minéral et permettre de décoincer des situations dans lesquelles, depuis des années, tout est bloqué. C'est ça l'enjeu. Bon, il n'y a pas d'autre enjeu. C'est pour ça que je suis sur la ligne du rapporteur pour dire que sur cet amendement-là, c'est défavorable, parce que ça nous empêcherait de faire ce qu'on veut faire. Il me manque un avis du gouvernement sur le 240 rectifié bis. C'est favorable? Sagesse. Sagesse, je vous remercie. Très bien. Ah, monsieur le rapporteur. Simplement l'amendement de monsieur Adno là, que j'ai accepté, il y a simplement une petite rectification à faire. Il y a et ou au prestataire et à remplacer par et au prestataire, mais ça pose pas de sujet, je crois. Ah mais monsieur, c'est vous qui le défendiez, monsieur Deneux? Je suis désolé, comme je ne voyais pas monsieur Adno.
Vous acceptez, cher collègue? Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, moi j'accepte la rectification, elle est convenable. Mais d'abord, je voudrais remercier le rapporteur d'avoir compris l'esprit, mais je voudrais profiter de mon temps de parole, monsieur le ministre, pour revenir 2 mots sur la méthanisation. Depuis 3 ans, je participe, je ne sais pas à quel titre comme parlementaire, au bureau d'abord, puis maintenant à l'office franco-allemand des énergies renouvelables. Le 14 février dernier, nous avons fait une journée entière à Paris sur la méthanisation. Or, le gouvernement français était représenté, mais pas par votre ministère. Or, c'est vous qui me paraissez détenir la vérité dans cette affaire sur le plan technique. Il y a un problème d'organisation gouvernementale que je vous demande de voir. Un mot pour vous montrer où nous en sommes en méthanisation. On a fait le point il y a 1 mois. Il y a aujourd'hui 7240 méthaniseurs qui fonctionnent en Allemagne. En France, il n'y en a pas 30 qui crachent du gaz réellement. Et l'autoroute A1 et l'autoroute A16 dans ma région de Picardie sont le grand chemin de transfert qui emmène tous nos déchets ménagers vers la Belgique, si bien que du côté équilibre de la fermentation de nos méthaniseurs, nous donnons aux Belges les capacités techniques de méthaniser et nous allons nous en priver si nous n'allons pas assez vite. Il faut être très observateur de ces problèmes et faire vite. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Prima. Madame Prima, c'est fini? Monsieur Dubois. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, moi je ne mets pas du tout en doute votre sincérité par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à la possibilité qui serait offerte à travers ces contrôles, finalement, de rendre un service aux agriculteurs et aux territoires. Mais permettez-moi de douter de l'administration. Permettez-moi d'en douter parce que quand on lit l'alinéa, ça ouvre tellement de portes aux excessifs contrôles qui sont menés dans ces domaines. Je suis malheureusement, Monsieur le Ministre, persuadé, je dis bien persuadé, que nos agriculteurs souffriront de nouveaux contrôles tatillons sur ces sujets. Et je voudrais vous donner un exemple précis. Effectivement, face à l'Europe, sur ces zones, donc nous avons, sur ces zones vulnérables, des difficultés et que nous sommes, j'allais dire, prêts à payer, enfin prêts peut-être pas, mais en tous les cas, nous sommes soumis à des amendes par rapport à cela. Il y a donc eu des extensions de zones vulnérables récemment. Et dans le département d'où je viens, le département de la Somme, il y a eu un accord entre les agriculteurs, Monsieur le Ministre, votre administration, l'administration du pays en général, pour qu'effectivement il y ait un suivi sur des zones considérées comme sensibles, afin que, effectivement, l'effort mené par les agriculteurs puisse être mesuré. Cela a été fait, cela a été mesuré, et effectivement, sur une certaine zone, chez nous, au bord de l'Authie, il était démontré que les agriculteurs avaient fait des efforts et que, effectivement, la présence d'azote avait diminué, en tous les cas, était stabilisée. Dans le cadre des extensions, Monsieur le Ministre, des zones vulnérables, alors que ce territoire avait fait des efforts, alors que nous avions toute l'administration départementale en soutien de nos agriculteurs, le préfet coordonnateur a pris la décision d'étendre la zone vulnérable à cette zone où des efforts avaient été faits par les agriculteurs, où des efforts partagés avaient été reconnus par votre administration. Il n'empêche que le préfet coordonnateur a étendu la zone vulnérable à ce territoire où les agriculteurs avaient fait énormément d'efforts. Aujourd'hui, et vous êtes au courant, Monsieur le Ministre, évidemment, puisqu'il y a des recours qui ont été engagés, naturellement, je dirais pour l'instant, nous n'avons pas les résultats, mais cette inquiétude, elle est réelle, elle est ressentie, et effectivement, moi je comprends très bien le monde agricole face à ces obligations qui vont permettre, ne nous trompons pas sur le sujet, ça va servir à quoi? À croiser les contrôles. L'agriculteur fait ses déclarations,
vous faites faire des déclarations aux transporteurs, il suffira, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de confiance dans le monde agricole et que vous allez contrôler à travers, je dirais, des éléments croisés pour voir si effectivement les agriculteurs tiennent leurs engagements. Mais monsieur le ministre, ils tiennent leurs engagements, sauf que quand ils les tiennent, même avec le soutien de votre administration, eh bien, il y a des décisions qui sont prises et qui vont à l'encontre des agriculteurs sur ce type de sujet. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Lasserre. Oh, je crois que tout a été dit. Il me vient à l'esprit un cas de figure particulier. Nous sommes une juxtaposition de cas de figure particuliers. J'habite une zone frontalière. Une partie importante de nos agriculteurs sont approvisionnés, livrent leurs produits à des sociétés du Pays Basque, de Navarre ou d'ailleurs. Ce n'est pas énorme, mais ça devient très significatif et très intéressant pour d'autres raisons, bien entendu. De quelle façon, par exemple, cette mesure va s'imposer à des sociétés qui ont le siège à Saint-Sébastien, à Pampelune, qui vont faire du commerce? De quelle façon va-t-on leur demander de faire une déclaration annuelle? Je pense qu'ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Je vous livre simplement un petit exemple qui me vient à l'esprit sur la difficulté, l'inutilité de l'application d'une telle mesure. Mais répondez précisément à ma question, s'il vous plaît. Merci, monsieur Lasserre. Monsieur Mirassou. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, juste une irruption d'un néophyte dans ce débat. Pas tant que ça, peut-être. Moi, je suis surpris, très franchement, et je rejoins dans mes propos ceux qui ont été tenus précédemment par Monsieur le rapporteur, pour expliquer que nous sommes en train de travailler sur un projet de loi qui n'a pour seul but d'aider le monde agricole au sens large. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement sans faille de la puissance publique, qu'il s'agisse du reste sur le plan national ou sur le plan européen. Et ce faisant du reste, le gouvernement et le Parlement entendent assurer en quelque sorte l'intérêt général, parce que personne n'oserait faire de différenciation entre l'évolution du monde agricole par rapport à ce qu'elle produit et l'intérêt général. Pour autant, mes chers collègues, considérons quand même qu'en retour, le monde agricole, parce que tout à l'heure le rapporteur l'a précisé, doit aussi intégrer dans sa réflexion qu'à l'autre bout, il y a les consommateurs, il y a les citoyens, il y a les habitants du territoire qui sont légitimement en droit d'attendre aussi de bénéficier de l'intérêt général. Et ça tombe bien parce que nous, en tant que parlementaires, nous sommes à l'interface de ces deux mondes-là, qui sont trop souvent d'ailleurs éloignés l'un de l'autre. Et moi, je crois qu'assortis à un certain nombre de mesures, on peut quand même imposer par rapport à ce monde qui n'est pas directement rattaché au monde agricole, un certain nombre d'éléments tendant au moins à le rassurer et en tout cas parfois, compte tenu du passé, j'ai failli dire du passif, lui donner quelques garanties. Donc, moi, très franchement, je suis étonné que ce débat dure sur ça, parce que chaque fois qu'on propose sur ce sujet ou sur d'autres quelque chose qui ressemble au début du commencement d'une réglementation, vous y voyez des contraintes supplémentaires et en quelque sorte une entrave au bon fonctionnement du monde agricole. Je pense que vous vous trompez de diagnostic. Monsieur Mirassou, Monsieur le Ministre. D'abord, il y a des choses qui sont dites par des parlementaires sur l'administration française. Moi, je veux bien qu'on fasse des procès sur les fonctionnaires français. L'État, qui est défendu par tout le monde, a une administration. Donc on respecte une administration, ils font leur travail. Après, il y a des directives qui ont été signées par des gouvernements. À l'échelle européenne, c'est la fameuse directive nitrate. Ce n'est pas de la responsabilité des fonctionnaires. Je ne voudrais quand même pas qu'on finisse dans ces débats à considérer que maintenant, ça va être l'administration et le fonctionnaire qui va devenir l'ennemi de l'agriculteur. Le fonctionnaire et l'administration appliquent des lois, des directives qui ont été signées par des gouvernements. Et là, soyons bien clairs entre nous, de droite et de gauche. Sur la question de la méthanisation, si on a pris autant de retard, depuis 10-15 ans, quand l'Allemagne avait fait un autre choix, la seule question qu'on doit se poser, c'est comment on le rattrape, ce retard. Et comment on s'organise pour éviter de faire les mêmes erreurs que les Allemands, qui ont fait du maïs pour faire de la méthanisation et qui commencent à se dire aujourd'hui, oh là là, ça ne va pas. Donc on ne va pas faire ces erreurs-là. Mais on va quand même développer la méthanisation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comment faut-il vous expliquer que j'ai déjà dit 3 fois, 4 fois, la déclaration sur l'azote minéral ne concerne pas les agriculteurs. Ils sont déjà encadrés, ils sont déjà obligés de déclarer.
Ça concerne uniquement les distributeurs d'azote minéral. Pourquoi on demande cette déclaration? C'est quand même pas possible de ne pas vouloir comprendre. On la demande, et monsieur Lasserre quand même, parce que là, on la demande pourquoi? Est-ce que vous êtes concerné par des zones d'excédent structurel? Oui? Dans votre département? À quel endroit? Oui? Bon. Sur certaines céréales. Donc on est bien sur l'azote minéral. Est-ce que vous avez beaucoup de matière organique azotée dans votre département? Ah bon? Où ça? Dans les zones de montagne? Dans les zones d'élevage? Donc comment? Prenons votre exemple. Si, laissez-moi terminer, monsieur le sénateur. Chacun a sa parole. Vous avez donc dit que vous aviez de l'azote en excédent organique. Bon. Et vous avez dit vous-même qu'il y avait beaucoup d'azote minéral qui était acheté et épandu par les agriculteurs. Quel est le principe qu'on veut mettre en place? Le fait qu'on puisse substituer l'azote organique à l'azote minéral qui est acheté. Ah! Est-ce que c'est un mauvais principe? Non, c'est un bon principe. Et en Bretagne en particulier. Si je le dis, c'est parce que les professionnels bretons sont d'accord. Quand je dis professionnels bretons, c'est les agriculteurs et les responsables professionnels. Quel est le principe? C'est quand même pas possible de ne pas vouloir le voir. C'est de dire, pour qu'on puisse vérifier, parce que devant l'Europe, on a des responsabilités. La directive nitrate, c'est pas moi qui l'ai signée. On est obligé de justifier le fait qu'on va utiliser de l'azote organique en disant qu'on baisse le recours à l'azote minéral dans les zones d'excédent. C'est quand même pas dur. Ça concerne qui, la déclaration sur l'azote minéral? Pas les agriculteurs. Tous ceux qui vendent de l'azote. Et par définition, ceux qui en vendent de l'azote, ils la transportent. C'est pourquoi on demande la déclaration aux distributeurs et aux transporteurs. Et une fois qu'on s'engage dans ce processus, je diminue le niveau de la pression d'excédent d'azote organique et je remplace par l'azote organique qui est produit par les agriculteurs l'azote minéral qui est importé par la France. C'est pas un bon principe, ça? Enfin, quand même. Et ça n'empêche, et il n'y a aucune contrainte supplémentaire pour les agriculteurs. Aucune. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué sur cette question? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Donc moi, je le redis, je le dis, mais vraiment avec toute la sincérité, la force que j'y mets, c'est un nouveau principe. Donc il est difficile peut-être à accepter, à comprendre, mais il ne rajoute rien en termes de contraintes aux agriculteurs et il permet au contraire de débloquer des situations où dans des zones d'excédent, on ne peut plus rien faire. C'est bien ce que vous voulez. Donc il faut aller dans ce sens-là. Merci, Monsieur le ministre. Donc, je ne peux plus malheureusement donner la parole. Je suis saisie d'un scrutin public, à moins que Monsieur le ministre accepte que vous ayez un droit de réponse. Monsieur Deneux, puisque vous avez été sollicité, allez-y, mais très court. Monsieur Lasserre, pardon. Non, moi je suis prêt à tout accepter, y compris le fait que l'on comprenne difficilement. Je crois plutôt qu'on ne se comprend pas. Chaque fois qu'il y a destruction d'élevage, il y a destruction de l'apport de matière organique. Il y a des destructions d'élevage partout. Chaque fois que dans les régions, la mienne notamment, il est possible de passer de l'élevage à la céréale, les gens le font pour différentes raisons. Il y a donc une fluctuation dans l'apport organique qui est extrêmement importante. Deuxième chose, dites-moi, au niveau d'un stockeur et d'un transporteur, lorsqu'il fait sa déclaration qu'il transporte, que voulez-vous qu'il en fasse si ce n'est livré à l'agriculteur? Pourquoi autant de suspicions? Pourquoi superposition des contrôles? On ne va pas refaire le débat jusqu'à Pâques. Je trouve quand même que... Je pense que ce dossier, on l'a bien compris, on ne se comprend pas, nous ne sommes pas sur les mêmes conceptions des pratiques économiques. Je trouve que c'est vraiment encombrant pour une chose qui évolue dans le temps et qui de toute façon a pour finalité le service et les volumes donnés aux agriculteurs qui, au demeurant, font leur propre déclaration. Voilà comment nous comprenons ce dossier. Monsieur Lasserre, j'ai donc été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe UDI-UC sur les amendements 518 rectifié, 319 rectifié et 324 rectifié bis. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants.
Mes chers collègues, le scrutin est ouvert. Personne ne demande à voter? Très bien. Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement. Résultat du scrutin numéro 162 sur les amendements 324, 379 et 518 rectifiés. Nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 342. Pour l'adoption 167, contre 175. Le Sénat n'a pas adopté ces amendements. Je demande un vote sur l'amendement 240 rectifié terre. Je signale qu'il a été en accord avec la Commission et M. Deneutre rectifié. L'avis de la Commission est favorable, l'avis du gouvernement est sagesse. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? L'amendement est adopté. Monsieur le ministre, je vous invite à présenter l'amendement 809. 809 rectifié. C'est un amendement gouvernemental qui vise à faire en sorte qu'on se mette en conformité avec les modifications qui ont été apportées dans le cadre de la loi sur la décentralisation sur les métropoles. Il se trouve que les établissements publics territoriaux de bassin sont jusqu'ici plutôt des institutions interdépartementales. Donc, comment on développe les métropoles, c'est de permettre des transitions pour ces établissements afin d'aller vers des structures juridiques de type syndicat mixte. Voilà, c'est pour ça que nous vous demandons de voter cet amendement qui permet de se mettre en conformité avec ce qui a été voté dans le cadre de la loi de décentralisation. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je vais demander l'avis de notre rapporteur. Favorable. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix l'amendement présenté par le gouvernement qui a eu un avis favorable de la Commission. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention? Il est adopté. Je suis saisie de 5 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune.
Le premier tombe, M. Beaumont n'étant pas là. Le 235 rectifié bis est présenté par M. Bailly. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, c'est un amendement qui est repris par plusieurs groupes. Vu qu'on le constate, je crois que beaucoup l'ont dit dans leur intervention hier, je crois que Monsieur le Ministre aussi peut le constater, c'est que notre élevage est en diminution sur le pays, avec toutes les conséquences que cela a en termes économiques et en termes d'emploi. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit tous que notre pays a souvent des réglementations qui vont beaucoup plus loin que les réglementations européennes. Donc le but de cet amendement, c'est de dire que ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les exploitations de boucherie, de bovins à l'engraissement et de vaches allaitantes conformément à la législation européenne. Donc c'est de dire qu'en France, si on veut développer et du moins reprendre un petit peu de souffle à tout cet élevage qui est en diminution dans ses productions, et bien d'être moins rigide. D'autre part, je crois que nous sommes nombreux à constater, et je crois qu'il y a eu de nombreuses interventions sur ce sujet-là pendant toutes ces années, qui montrent aussi la lourdeur des procédures d'instruction des régimes d'autorisation. Et je crois que M. le ministre nous l'a dit plusieurs fois qu'en France, souvent, il fallait beaucoup plus de temps pour arriver à construire, à réaliser un investissement dans ces domaines que chez nos voisins. Donc c'est pourquoi aussi on souhaiterait que l'on simplifie quand même ces procédures. L'Institut de l'élevage nous dit qu'il faudrait 60 000 places d'engraissement supplémentaires par an pour maintenir les capacités de production de viande en France. Alors vous voyez que c'est pourquoi cet amendement souhaite et demande justement que nous ayons la réglementation européenne, mais que la réglementation européenne sur ces productions. Je n'ai pas parlé des porcs, parce que là, c'est un autre problème, mais je crois que sur les problèmes quand même de votre boucherie, de vaches allaitantes, ce serait important. Merci. Bon, je vous remercie, M. Bailly. M. Collin, le 368 rectifié bis. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à exclure les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l'engraissement et de vaches allaitantes du régime des installations classées pour la protection de l'environnement. On se comprenne bien, il ne s'agit pas de remettre en cause l'arsenal réglementaire tant européen que national concernant la gestion des flux d'azote. Il est en effet nécessaire de tout mettre en œuvre pour préserver la qualité des eaux, qu'il s'agisse des eaux de surface ou des eaux souterraines et bien sûr des eaux côtières. Je souhaite cependant qu'un équilibre soit trouvé entre les pratiques agricoles et les contraintes de compétitivité. En application de la directive cadre sur l'eau et plus spécialement de la directive nitrate, la France a fixé des objectifs très ambitieux, notamment les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l'engraissement et de vaches allaitantes sont intégrées au régime de l'ICPE. Alors que la réglementation européenne n'impose pas d'obligation spécifique pour ces éleveurs, ils se trouvent dans l'obligation de se soumettre à des contrôles très pointus, générant des charges de fonctionnement conséquentes. Et par ailleurs, la filière française de l'engraissement, qui s'appuie sur une production de fourrage sur l'exploitation, a développé des pratiques raisonnables en matière d'épandage. Et donc, afin de ne pas fragiliser davantage ces exploitations, il convient de ne pas forcer davantage la transition écologique dans ce secteur. Voilà le sens de cet amendement. Monsieur Bizet, le 416 rectifié terre, vous considérez qu'il est défendu? Il est absolument défendu, Madame la Présidente, mais permettez-moi de souligner, par rapport aux propos que viennent d'être tenus par nos collègues Bailly et Collin, deux choses. Depuis que nous avons abordé ce projet de loi, j'ai entendu des propos qui me vont tout à fait bien. J'ai entendu le mot compétitivité, j'ai entendu le mot productivité, j'ai entendu le mot recherche, innovation, simplification. Eh bien là, chiche, nous avons l'opportunité de pouvoir, je dirais, confirmer tout cela. Nous avons un péché originel en France, c'est-à-dire, et Monsieur le ministre qui était député européen pendant un certain nombre d'années le sait mieux que quiconque, c'est vrai que nous ne savons pas faire comme les anglo-saxons, c'est-à-dire faire du lobbying avant, je dirais, l'éclosion d'une directive, c'est-à-dire au travers des livres verts, des livres blancs. Nous ne savons pas travailler en amont la sortie d'une directive. Et une fois qu'elle est écrite, eh bien, la France a le péché, je dirais, classique de vouloir en rajouter. Donc là, nous sommes dans un cas de figure excessivement clair.
appliquons ce que nous demande l'Europe, mais n'en faisons pas davantage. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, ça a été souligné tout à l'heure par notre collègue Bailly, la France a un gros souci. On le voit dans les outils de transformation viande blanche en Bretagne, et ça risque de gagner l'ensemble du territoire national. Nous n'avons plus, dans certains domaines, dans certaines filières, suffisamment de matières premières pour faire tourner nos outils de transformation. Et cela, il est très important, si vous voulez, on parle de réindustrialiser la France, eh bien, recréons des outils de production dans des domaines bien particuliers qui sont beaucoup moins polluants qu'on ne peut l'imaginer, à savoir les veaux de boucherie, les bovins d'engraissement et les vaches allaitantes. Donc, voilà l'objet de cet amendement. On a parlé tout à l'heure de l'administration. Nous avons l'administration la plus pertinente du monde, la plus performante du monde, mais ce n'est pas parce qu'elle est pertinente, ce n'est pas parce qu'elle est performante qu'il faut qu'elle en fasse trop. Donc voilà, c'est tout. Qui doit commander dans ce pays, gouvernement de droite ou gouvernement de gauche passant? Eh bien, ce n'est pas l'administration, ce sont les élus, c'est le Parlement, ce sont les membres du gouvernement. Donc, sans vouloir poser d'ostracisme à l'égard de qui que ce soit, et surtout de gens excessivement compétents et à l'écoute, n'en faisons pas trop. Voilà un petit peu l'esprit de cet amendement. Merci, Monsieur Bizet. Monsieur Lasserre, considérez-vous que l'amendement est défendu? Il est défendu, je vous en remercie. Monsieur le rapporteur, je vais vous demander un seul avis sur ces amendements identiques. Merci, Madame la Présidente. Nous partageons beaucoup de choses dans ce débat, et M. Bizet vient de le dire. L'innovation, la recherche, l'économie, la simplification. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que peut-être ce qui nous oppose, c'est que nous sommes pour la simplification et vous êtes pour la dérégulation. Et c'est un peu ça, peut-être, la difficulté et la différence entre nous. Et c'est assez fondamental, c'est assez fondamental. Vous savez, ça ne date pas d'hier. Hein. Les règlements ICPE pour les bovins viande, ce n'est pas de ce gouvernement, c'est peut-être même pas du gouvernement d'avant. Ça fait des années que ça dure. Et oui, mais je vais vous expliquer. Pardon, pas vous expliquer, je vais vous répondre. Mais ce que nous devons faire, ce n'est pas déréguler, c'est simplifier. Et là, franchement, si l'idée peut paraître séduisante en disant ils en font trop, ils ont trop de choses, enlevons cela, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence derrière? Vérité à l'instant T n'est pas la vérité de demain. Aujourd'hui, dans le Code, il est bien écrit que pour les régimes ICPE, il y a un certain nombre de mesures, l'autorisation, l'enregistrement, la déclaration. Si on enlève tout cela, on peut faire des fermes de 1000 vaches où on veut, comme l'on veut, sans aucune déclaration. Donc c'est ça le sujet. Donc aujourd'hui, moi, je me vois contraint de donner un avis défavorable à ces amendements. On ne peut pas totalement déréglementer et déréguler. Je pense que nous avons besoin d'affirmer ici, parce que nous sommes des parlementaires, le soutien à l'administration française, parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin sur nos territoires. Par contre, là encore, il y a deux choses différentes. Le soutien à l'administration française, ça ne veut pas dire le soutien parfois à une bureaucratie qui pèse un peu trop. Non, ça ne revient pas du tout au même. Et c'est peut-être une conception qui nous différencie, parce qu'on est dans une schizophrénie totale dans ce pays, et peut-être dans cet hémicycle. On veut moins de normes, moins de régulations, moins de fonctionnaires, parce que tout ça coûte de l'argent. Par contre, il faut des policiers, il faut des gendarmes, il faut des juges, il faut des enseignants, il faut que sur le terrain, il ne faut surtout pas fermer des sous-préfectures, parce qu'il faut qu'elles existent, mais on nous dit toute l'année qu'elles ne servent à rien, que cette administration nous bloque, mais par contre, on en veut encore. Et puis après, on se dit, mais non, mais il y a trop de contraintes, mais on est bien content quand la DGCCRF ou d'autres organismes viennent faire des contrôles, parce que sans les contrôles, c'est le libre cours à n'importe quoi. Donc, nous sommes un peu schizophrènes, c'est comme cela. Et après, nous avons les uns et les autres des postures politiques. Certains se disent, ils sont un peu plus défenseurs de l'administration et de la fonction publique, certains un peu moins. Certains sont un peu plus défenseurs d'un État fort, régulateur sur des fonctions régaliennes fortes, et d'autres un peu plus libéraux, ultralibéraux ou sociolibéraux. Mais peu importe, on ne va pas s'en excuser les uns des autres, c'est le débat politique. Et heureusement qu'il y a cette confrontation. Mais nous ne pouvons pas, nous, accepter que dans cette loi, on mette plein d'amendements de dérégulation dont on ne sait pas quelles conséquences ça aurait derrière.
Et moi, j'en appelle à nous concentrer, alors c'est le débat et il n'y a aucun sujet où nous allons voter, mais j'en appelle à nous concentrer sur l'essentiel. On passe beaucoup de temps sur ces sujets, ils sont importants. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets encore plus importants pour l'avenir de l'agriculture. Ça, ce sujet-là, ça ne va pas ramener de la compétitivité, ça ne va pas ramener du revenu, ça ne va pas changer nos pratiques culturelles, ça ne va pas nous amener à regarder comment la formation des agriculteurs sera faite, ça ne va pas nous amener de l'installation, ça. Et on a le débat, on en discute, évidemment. Mais moi, ce que j'aimerais qu'assez vite, le plus vite possible, on arrive à parler d'installation, on arrive à parler de foncier, on arrive à parler de renouvellement de génération, on arrive à parler de formation, on arrive à parler des baux environnementaux sur lesquels on a trouvé des équilibres. C'est ça les sujets importants de la loi d'avenir. La loi d'avenir de l'agriculture, c'est une loi d'avenir qui doit tracer des pistes, tracer des perspectives, qui doivent donner des orientations, et peut-être parfois de bonnes orientations. Parfois, vous les considérez comme mauvaises, mais c'est le débat démocratique, c'est le débat politique. Ce n'est pas ça qui est important. Mais il me semble qu'ici, au Sénat, peut-être plus qu'ailleurs, nous sommes tous des défenseurs et des promoteurs de l'agriculture, et surtout, nous sommes tous des défenseurs et des promoteurs des agriculteurs. C'est pour ça qu'évitons, me semble-t-il, et ne croyez pas que je donne quelques leçons que ce soit, évitons de nous opposer sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Évitons de nous opposer sur le fonctionnement et la façon dont fonctionne l'administration française et surtout évitons de nous opposer entre ceux qui seraient du terrain et ceux qui ne seraient pas du terrain, entre ceux qui connaissent de près et ceux qui connaissent un peu plus loin, parce que nous avons tous la même conception, me semble-t-il. Il y a des agriculteurs, il y en a qui ne le sont pas, mais on peut ne pas être agriculteur et s'intéresser à l'agriculture. Et dans ceux qui sont agriculteurs, on peut aussi avoir des visions différentes. Et donc essayons de partager une vision commune, une passion pour l'agriculture, celle de son développement harmonieux sur tous les territoires, celle de ne laisser aucun territoire au bord du chemin, essaye de faire en sorte que l'environnement, que les problèmes de pollution soient appréhendés et que la dérégulation ne soit pas la règle. Vous savez, souvent on se plaint au niveau de l'Europe, les uns et les autres, qu'il y a beaucoup de directives. Les directives, d'ailleurs en France, je crois qu'on l'a dit hier, mais on les transpose peut-être, Monsieur le Ministre, un peu trop vite et un peu trop loin. Ça, c'est un sujet, je parle devant un spécialiste, c'est un sujet sur lequel nous devrions vraiment réfléchir. Mais souvent, l'Europe, parce que c'est sa conception, nous invite à déréguler. Et je crois que nos concitoyens, et on le verra peut-être malheureusement le 20 quelques mai au moment des élections européennes, je crois vraiment que nos concitoyens n'ont pas cette conception-là de la dérégulation, mais au contraire veulent des règles justes et républicaines et équitables qui encadrent. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas favorable à cette proposition d'absence d'application du régime des ICPE pour les bovins viande, parce que je pense que ce serait une dérégulation. Ce n'est pas une contrainte supplémentaire, elle y est. C'est comme sur les amendements précédents, ce n'était pas une contrainte pour les agriculteurs supplémentaires, ils le font, la déclaration annuelle déjà. Donc on ne demandait rien d'autre aux agriculteurs, c'était déjà le cas. Voilà. Donc regardons bien les textes au fond et disons-nous que, attention, la dérégulation pourrait nous amener de drôles de choses au détriment, je pense, de l'agriculture et des agriculteurs. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Le même avis défavorable que le rapporteur pour deux arguments en fait. Le premier, c'est que sur cette question des veaux de boucherie, bovins à l'engraissement et vaches allaitantes, c'est vrai que dans la directive sur les établissements classés, il n'y a pas de précision pour ces types d'élevage, mais de toute façon, il y a une directive sur les études d'impact qui impose pour les élevages intensifs une étude d'impact. Donc de toute façon, à l'échelle européenne, hein, ça c'est une directive européenne. Donc de toute façon, on sera, et on ne peut pas imaginer que ce type d'élevage ou de projet ne se fasse pas sans une étude d'impact. Bon. Je voudrais rappeler, deuxièmement, que ça serait plutôt la définition d'ailleurs des élevages concernés et plutôt du domaine réglementaire que du domaine législatif. Donc de toute façon, cet amendement, s'il était intégré dans la loi, serait pas, comment dirais-je, accepté ou acceptable dans la mesure où c'est du domaine réglementaire. Et puis, un dernier point. Moi, j'ai engagé, depuis que je suis arrivé, des évolutions sur les procédures d'établissement classés, avec ce qu'on a mis en place dans la production porcine, c'est-à-dire la procédure d'enregistrement. Dans le cadre des États généraux qui ont eu lieu il y a quelques semaines, on a prévu de continuer ce travail pour les volailles et puis pour, à terme, les autres productions
animal, puisque cette procédure d'enregistrement simplifie, c'est bien l'objectif, les procédures pour faire en sorte que on ait, si on se situe dans des seuils à l'échelle européenne qui sont respectés, eh bien on ait des procédures qui fassent en sorte qu'on ne, tout en respectant les normes, on ne perde pas le temps qui a été quelquefois perdu par des études longues, et que sur la question de l'impact, c'est le préfet qui décide s'il y a besoin ou non de faire une étude d'impact. C'est la procédure d'enregistrement. On va poursuivre son développement dans l'ensemble des productions animales, et ça fait partie des engagements qui ont été pris aux États généraux. Donc ça, c'est très important. Très important. Et je vous le dis quand même, votre majorité, il y a quelques années, il y a très peu de temps, c'est-à-dire quand vous étiez majoritaire il y a 3-4 ans, n'avait pas réussi à faire bouger les procédures sur les établissements classés, ce que nous avons fait. Donc là-dessus, ayez aussi un peu confiance. On peut toujours aller plus vite, mais ce qui a été fait sur le port, on va continuer pour mettre en place, sans remettre en cause des règles environnementales, des procédures qui simplifient et qui raccourcissent les durées d'instruction des projets. Je crois que c'est très important de le rappeler. Voilà, donc je suis sur le même avis que le rapporteur. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je vais mettre aux voix... Monsieur Bizet, je n'ai pas vu de main se lever. Je pensais que le sujet était clos. Oh, Madame la Présidente, il est loin d'être classé, même si nous parlons d'établissements classés. Permettez-moi quelques remarques suite aux propos tant du ministre que du rapporteur. Monsieur le ministre vient de parler tout à l'heure en disant que ce n'est pas du domaine de la loi, c'est du domaine de réglementaire. Dont acte, mais en tant que ministre, vous pouvez quand même donner quelques orientations à votre administration, et je suis persuadé qu'elle pourra vous écouter, voire vous obéir. C'est le souhaitable. En ce qui concerne les propos du rapporteur, monsieur le rapporteur, vous avez dit que cela ne va pas amener des revenus supplémentaires, cela ne va pas amener des installations supplémentaires. Je suis désolé, si vous voulez, quand vous avez un agriculteur, soit sous forme sociétaire, soit directement, soit avoir un double actif sur ce qu'on appelle des ateliers hors sol, eh bien, le but est véritablement pour avoir un complément de revenus. Et quand en plus vous assouplissez les procédures entre guillemets réglementaires, c'est un coût supplémentaire en moins. Et donc, moi, je ne peux pas entendre cette explication. Vous dites dérégulation. C'est vrai qu'on ne peut être sensible au mot dérégulation parce que si on va trop loin dans la dérégulation, c'est en fait l'anarchie. Et en France, nous n'aimons pas l'anarchie, nous le premier. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous avez dit que cette problématique ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas même d'hier, voire d'avant-hier. On est tout à fait d'accord. Chaque époque a sa vérité, mais on en fait toujours un peu plus. Et nous sommes en train, si vous n'acceptez pas cet amendement, ces amendements, d'amener sur un plateau des parts de marché supplémentaires à nos voisins allemands. Nous manquons de 60 000 places d'engraissement dans ce pays. Encore une fois, et là, moi je pense que nos amis, nos collègues, les sénateurs bretons devraient m'entendre 5 sur 5. Nous avons entendu dans la discussion générale notre collègue Dominique Delège qui a dit très clairement dans la filière porcine qui n'est pas concernée par cet amendement, parce que c'est une production quand même tout à fait à part compte tenu de la nature de ces effluents. Là, nous ne sommes pas sur la même nature de ces effluents. Il y a un quart de siècle, la France produisait 24 millions de têtes de porc. Aujourd'hui, entre guillemets, nous en produisons 1 million de plus. Résultat, vous avez pratiquement 15% d'outils de transformation, d'abattage en trop dans ce pays. Je le sais malheureusement trop bien, puisque je crains que, si vous voulez, dans certains départements de Basse-Normandie, nous ayons quelques soucis. Nous sommes en déficit de matières premières pour faire travailler nos outils de transformation. Alors là, encore une fois, moi je souhaiterais véritablement qu'on dépasse, si vous voulez, des problématiques droite-gauche. Vous nous avez beaucoup parlé des GI2E en disant « laissez respirer les agriculteurs, laissez s'exprimer l'innovation, les projets, etc. » Là, nous avons un cas de figure où on peut le faire. Et si nous n'y parvenons pas, permettez-moi de terminer par, je dirais, un propos que j'aime assez, qui a été celui d'Edgar Faure. L'immobilisme avance, monsieur le rapporteur, et rien ne va pouvoir l'arrêter. Merci. Merci, monsieur Bizet. Monsieur Bailly.
Ouais, moi, j'ai été assez surpris de la réponse du rapporteur et du ministre sur ce sujet-là. Aujourd'hui, bon, je crois l'avoir dit tout à l'heure, on constate tous une diminution assez importante de tout notre élevage. Ça vient d'être dit encore, nos outils de production, de transformation qui marchent à faible régime, voire des licenciements et du chômage dans les secteurs qui étaient très agricoles, et je parle de la Bretagne en particulier. Alors on nous dit, vous les dérégulez. Non, on dit une réglementation européenne, pourquoi aussi ne pas, que ce soit pas celle-ci qui s'applique et ne pas en rajouter. Donc je ne vois pas en quoi vraiment on dérégule. On vous demande simplification aussi, mais j'aimerais peut-être, je le dis au président de la Commission des affaires économiques, moi j'aimerais bien qu'à ce moment-là, dans les mois qui viennent, on se penche à regarder pourquoi en Allemagne ces productions augmentent et qu'en France elles baissent. Il y a bien un problème. Et on ne va pas continuer à se faire sans arrêt, dans toutes nos productions agricoles, sans arrêt prendre des parts de marché par l'Allemagne, et puis à ce moment-là que nous, on vide nos campagnes. Je pense aussi que la difficulté dans tous les dossiers, la longueur font, eh bien qu'on a des gens qui ne vont pas plus loin, et tout à l'heure, ça a été dit encore par le collègue Bizet, que cela peut apporter des plus à des agriculteurs qui émettent un atelier complémentaire. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de la méthanisation. Je ne suis pas intervenu sur ce dossier de l'azote, etc. Mais là aussi, si on veut remplacer les engrais importés, comme vous l'avez dit, je crois aussi, c'est parce que essayons d'augmenter nos productions par ce que peut produire nos élevages. Et la méthanisation, on sait bien demain, ne pourra se faire que dans des unités qui sont quand même assez significatives. On ne va pas le faire dans des toutes petites unités. Donc je crois que si on veut aussi, en termes énergétiques, demain pouvoir que l'agriculture y joue pleinement son rôle, ben, c'est avec une présence certaine sur nos territoires, mais une présence avec des unités quand même qui permettent une certaine rentabilité. Alors c'est pourquoi je pensais que cet amendement allait recevoir un consensus un petit peu de tout le monde, mais je suis vraiment déçu qu'il y ait des avis défavorables de notre rapporteur. Et je partage, si j'ai beaucoup partagé de tout ce qu'on a fait depuis la commission et puis depuis hier, j'ai vraiment trouvé dans ses propos tout à l'heure où j'ai des désaccords avec lui, et on aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie, chers collègues. Dernier intervenant inscrit sur cette explication de vote, Monsieur Delège. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais juste dire à Monsieur le rapporteur que ce n'est pas un problème de déréglementation. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est une surréglementation. Donc, ne nous dites pas que nous refusons la réglementation. Nous disons simplement nous voulons une réglementation juste et équilibrée. Et on a beaucoup parlé de la Bretagne, Monsieur le Ministre, tout à l'heure. Je voudrais en dire un mot. Le fond de cette affaire, c'est que je vous crois de profonde bonne volonté. J'en suis intimement convaincu. Mais à force de nous présenter des mesures dont vous nous dites qu'elles vont régler les problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs et toute la filière, je suis bien obligé de constater que ce soit votre gouvernement ou les gouvernements précédents, que ça n'a eu pour effet que de complexifier un petit peu plus la vie quotidienne des agriculteurs et des entreprises qui participent du débouché agricole, et par conséquent, nous sommes au cœur du débat. C'est un problème de confiance. Et plus vous en rajoutez, plus on se dit, mais certainement qu'il a de bonnes idées, ce ministre, certainement, mais comment concrètement ça va se traduire? Est-ce que ça ne va pas être encore un petit peu plus de contrôle, encore un peu plus de défiance? Et donc, il me semble que tous les amendements que nous vous avons déposés depuis ce matin ne vont pas dans le sens d'une déréglementation, monsieur le rapporteur. Ils vont simplement dans le sens d'une plus grande confiance entre les acteurs de la vie économique agricole et les administrations qui doivent les accompagner. Merci, monsieur Delège. Bien, je crois qu'il y a une demande de scrutin public en cours. Monsieur le ministre, vous voulez vous exprimer? Je vous en prie.
Bon, je ne sais pas, dans les explications de vote, après le ministre répond, puis on reprend le débat. Juste pour rappeler, ce que vous demandez, c'est pas au ministre là, c'est pas moins, c'est pas une nouvelle réglementation, c'est moins, et c'est pas d'étude d'impact, en gros, sur les veaux de boucherie, les bovins à l'engraissement et les vaches allaitantes. Vous savez qu'on peut avoir, par exemple, des ateliers en bovins, en jeunes bovins, qui peuvent passer la barre des 500, des 1000 bovins. Je vous le dis. D'ailleurs, dans le débat avec les États-Unis, les feedlots, c'est ce qui existe et c'est ce qu'on conteste ici en France. Donc, prenez aussi la mesure, quand vous déposez un amendement comme ça, des conséquences. Est-ce que vous seriez prêt, et je prends un sénateur ici à Dessein, en Normandie, aucune étude d'impact sur un atelier de jeunes bovins à 500 bovins à côté de chez vous? Moi, je vous le dis à ce moment-là, parce que vous viendriez, et vous seriez peut-être même, puisque si on était au gouvernement avec une association qui consisterait à dire c'est lamentable, c'est insensé, on laisse faire n'importe quoi. Donc, soyez aussi, chacun doit être raisonnable. Ce que vous proposez, c'est qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus d'étude d'impact. Eh bien, je vous le dis, je prends cet exemple-là, à Dessein, en Normandie, basse Normandie, proposition d'installation d'un atelier de 500 à 1000 jeunes bovins. Oui, là, aujourd'hui, comme ça. On verrait après. Voilà. Donc, c'est ça qui est proposé. C'est pas possible. C'est pas comme. Oui, mais par rapport à la conception de l'agriculture et au nombre d'agriculteurs, ça posera un certain nombre de questions. Je vous le dis quand même. Hein. Le projet d'agricole, à ce moment-là, il faudra aussi s'expliquer avec un certain nombre de professionnels de l'agriculture, et à juste raison, qui voudront plutôt des agriculteurs que des gros ateliers. Donc, vous voyez bien que votre amendement ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas un débat sur la simplification, là. C'est un débat qui pose des questions extrêmement importantes. Je l'ai rappelé, l'enregistrement, il est en cours, la procédure. Près de 90% des projets en Bretagne vont passer de la procédure d'autorisation à la procédure d'enregistrement. Dixit, le préfet des Côtes-d'Armor. C'est pas rien. Ça va réduire les durées, donc on est bien dans la simplification, sans être pour autant dans l'absence, ça a été dit tout à l'heure, de réglementation, parce que de toute façon, il y a besoin aussi de réglementation. Donc on ne peut pas se faire de faux débats ou de faux procès là-dessus. Et je vous le dis, là, sur tel que c'est mis, là, aujourd'hui, pensez et réfléchissez un instant aux conséquences que ça pourrait avoir. Des grands ateliers de feedlot en France se feraient sans étude d'impact. Je ne crois pas que vous-même, vous en soyez, vous l'accepteriez. Donc, restons dans l'objectif. Simplifier, réduire les durées, respecter les règles environnementales, c'est ça l'objectif. Merci, Monsieur le Ministre. Après les explications de Monsieur le Ministre, est-ce que la demande de scrutin public est maintenue? Elle est maintenue, très bien. Donc, sur tous les amendements identiques, 235, 368, 416, 552 rectifié bis. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Merci. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter? Très bien. Le scrutin est donc clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement.
Résultat du scrutin numéro 163 sur les amendements 235, 368, 416 et 552 rectifiés. Nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 344, pour l'adoption 169, contre 175. Le Sénat n'a pas adopté. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vais suspendre la séance pour 5 minutes. La séance est suspendue. Mes chers collègues, la séance est reprise. Je suis saisie de 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. J'appelle Monsieur Deneux, s'il est revenu. Non, donc... Ah, Monsieur Deneux, est-ce que vous souhaitez présenter le 238 rectifié terre ou vous considérez qu'il est défendu? Ah, il est retiré. Très bien, je vous remercie. Le 294 rectifié bis, Monsieur César le présente. Madame la Présidente, en effet, le 294 est un amendement très important et nous proposons de supprimer les alinéas de 7 à 12, car en l'état actuel du droit, le champ d'application du bail avec clause environnementale paraît suffisant pour répondre aux enjeux de la protection et de la biodiversité, en particulier dans les zones sensibles. Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement. Je vous remercie, Monsieur César. Le 353 rectifié, Monsieur Collin. Je considère qu'il est défendu puisque c'est le même. Le 60 rectifié, Monsieur Revet. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'article L411-27 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité d'insérer des clauses environnementales dans les baux. 2 cas de figure sont aujourd'hui possibles. Les parcelles sont détenues par un bailleur personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée. Les parcelles sont détenues par un bailleur autre que mentionné précédemment, c'est-à-dire bailleur privé. Disposition réglementaire prévoit une liste de clauses environnementales pouvant être insérées dans le bail. Ainsi, l'article L411-31 du Code rural de la pêche maritime prévoit que le bail peut être résilié si le preneur ne respecte pas les clauses insérées dans le bail. La possibilité d'insérer des clauses environnementales dans les baux n'est pas neutre de conséquence, puisqu'elle permet la résiliation du bail en cas de défaut du preneur. Un éventuel élargissement de ces dispositions entraînerait des conséquences mal maîtrisées. Cette disposition doit donc être encadrée. Par ailleurs, l'un des piliers fondamentaux du statut du fermage sur la liberté d'exploitation, le preneur a le choix de conduire ses pratiques sans l'intervention de son bailleur. Aussi, lorsque les parcelles sont situées dans une zone, les clauses doivent répondre aux documents de gestion officiels du bien loué. Or, l'égalité de traitement entre citoyens devant la loi et les règlements constitue un principe général du droit que les autorités administratives doivent respecter dans les législations et réglementations qu'elles mettent en œuvre. Il est donc indispensable que les clauses environnementales ne puissent être insérées dans les baux, quel que soit le bailleur, qu'uniquement dans le cas où la parcelle serait située dans un zonage environnemental. Elles devront être en conformité avec le document de gestion du bien loué. Par ailleurs, Monsieur le Ministre, je suis intervenu juste avant l'article 1, hier, pour vous demander, c'était plutôt lié à la pêche, mais c'est tout l'ensemble du littoral. J'ai eu sous les yeux, il y a quelques années, des projets de classement depuis Dunkerque jusqu'à Mont-Saint-Michel, pour ne parler que du nord-ouest, la vallée de Seine, et en différents endroits de vallée de Seine, à travers des zones, tout le littoral, zone Natura 2000, littoral ou autre. Or, il y a des incidences. Par-delà le schéma que je vous ai demandé, et j'aimerais bien avoir une réponse, savoir si on le fait. Et je ne vous ai pas dit, parce que je n'ai pas voulu être trop long hier, que, s'agissant par exemple de l'aquaculture, on a diminué de moitié en 10 ans la production. Qu'aujourd'hui, la France importe 85% de ses besoins en poissons et crustacés, c'est quand même dramatique pour un pays qui dispose de deuxième zone maritime du monde. Mais je vous ai écrit, enfin, je ne sais plus si c'est à vous ou avant, il y a déjà plusieurs mois, parce que j'ai été interrogé par la vallée de Seine tout le long du littoral, par les propriétaires et exploitants, qui voulaient savoir quelles étaient les conséquences d'un classement de ces zones, les conséquences sur la valeur vénale des terrains et les conséquences, parce que dès lors qu'il y a des normes très strictes
pour l'exploitation, fatalement, ça a une incidence sur le résultat. Je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Alors, je pourrais vous envoyer le double de ce courrier, Monsieur le ministre, pour que vous puissiez me l'envoyer, parce que c'est pas innocent. Et ça concerne l'ensemble du littoral, et ce qui est vrai pour la partie nord-ouest, c'est sûrement vrai ailleurs. Donc, Monsieur le ministre, c'est pour ça que j'ai déposé cet amendement et que je souhaite que vous puissiez le prendre en compte. Et s'il vous plaît, comme vous avez dépassé votre temps de parole, je vous demande de présenter le 197 rectifié de manière plus succincte. Le suivant, oui, parce que je suis co-signataire. Bien, écoutez, il est défendu alors. Il est défendu, ben c'est mieux ça, encore. Vous ferez C'est mieux. Je vais vous le suggérer quand même. Bien, je vais demander à notre rapporteur son avis sur ces amendements. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, on évoquait tout à l'heure les taquets et les gros sujets, et celui-ci en est un. Le bail environnemental, tel qu'il avait été issu de l'Assemblée nationale, ne nous convenait pas, et ne me convenait pas. Je considérais que c'était un frein à la possibilité pour les agriculteurs, et notamment pour les jeunes qui s'installent, de travailler parce qu'il y mettait trop de contraintes. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que nous réécrivions la partie sur le bail environnemental. Et je pensais que nous avions trouvé en commission un compromis, sur lequel j'avais compris d'ailleurs que nous étions tous d'accord. Ce compromis était assez clair. On ne rajoute pas des contraintes sur les baux environnementaux, mais en même temps, on se dit pas de retour sur les pratiques vertueuses. Il faut éviter les retours. Mais on n'en rajoutait pas plus. Et là, vous présentez des amendements de suppression. Et moi, je ne peux pas être d'accord avec les amendements de suppression parce que supprimer ce que nous avons fait unanimement en commission revient, mais ça c'est l'avis du Parlement et de l'hémicycle, les sénateurs sont souverains dans l'hémicycle, évidemment, mais remet totalement en cause le travail que nous avons fait, sur lequel nous avons passé plusieurs heures d'audition et sur lequel nous avons bien travaillé. Je voudrais simplement vous rappeler, parce que tout à l'heure, mon ami Gérard Bailly me disait, mais on n'est pas d'accord, je suis déçu par ce que disait le rapporteur. Je peux le comprendre, mais on n'a pas la même vision sur tous les sujets. C'est bien normal. Mais heureusement. Mais il me semblait, oui, absolument, mais il me semblait que sur 6 points importants de la loi, que nous avions considérés tous comme des points importants, nous l'avions amélioré et nous avions trouvé le point d'équilibre et le point de compromis. C'est sur la triple performance dans les GI2E, économique, sociale et environnementale, et faire rentrer la partie sociale. C'était très important. C'était un compromis. Sur la clause miroir pour les coopératives, nous en parlerons. Le texte ne nous convenait pas. Nous avons trouvé un compromis. Et un compromis d'ailleurs sur ce point qui a été validé par le gouvernement en disant ne rajoutons pas des contraintes aux coopératives et ne faisons pas en sorte que dans toutes les assemblées générales doivent tout mettre, les conseils d'administration sont là pour ça. Nous avons trouvé un compromis, grâce notamment d'ailleurs à M. Lasserre et à M. Dubois, sur la compensation agricole. Et nous avons avancé, nous allons avancer encore. Et si j'ai bien compris, parce que je sais que vous avez eu les responsables agricoles, que finalement, les responsables agricoles sont d'accord sur l'écriture du Sénat, sur la compensation agricole. Sur la question du loup, nous en parlerons. Nous avons, je crois, trouvé un compromis et j'espère que tout à l'heure, demain ou je ne sais pas quand, unanimement nous affirmons des choses très claires, parce qu'il y a des moments où l'intérêt général prime sur tout le reste. Nous avions des interrogations sur le transfert à l'ANSES des AMM et nous avons trouvé un compromis pour dire qu'il faut absolument que le maintien du droit de regard du ministre soit là et que le ministre puisse dire des choses. Et là, Madame Blandin a même rajouté un amendement pour dire là encore pas de retour en arrière sur tous ces points qui sont à mon sens fondamentaux. Il y en a beaucoup d'autres, mais sur tous ces points fondamentaux, la Commission des affaires économiques, sous la houlette de Daniel Raoult, a trouvé un compromis. Et moi, ce que je voudrais vous dire ce matin, je nous engage sur ces sujets-là, où après des heures d'audition, des heures de discussion en commission, où j'avais compris que nous avions un compromis,
je nous engage à voter sur ces compromis. Sur le reste, tous les débats, on a vu tout à l'heure sur l'azote et autres, tous les débats sont légitimes, ils sont d'ailleurs tous légitimes. Mais lorsque nous avons trouvé un compromis, je crois qu'il faut le tenir. Et je pensais que sur le bail environnemental, nous avions trouvé un compromis. Que ce compromis, il était assez clair. C'est de dire, ne baissons pas, ne réduisons pas les choses, mais ne mettons pas de contraintes supplémentaires. Notamment sur un sujet que j'avais expertisé moi dans mon département. Ce sujet, il était assez simple, un jeune qui s'installe, qui va prendre des parcelles par-ci, par-là, 1 hectare par-ci, 2 hectares par-là, avec des propriétaires différents. Mais si à ce jeune, on lui dit, ben là, tu vas faire du bio, là, tu vas faire ceci, là, tu vas faire cela, ça ne marche pas. Et ça, c'est des contraintes, c'est des normes, et c'est des choses insupportables. Et on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça que j'espère qu'en deuxième lecture à l'Assemblée nationale aura la sagesse de ne pas réécrire en deuxième lecture le texte de la première lecture, parce qu'il ratatine tous les efforts qui peuvent être faits de bonnes pratiques agricoles, et notamment chez les jeunes, que pas sur les jeunes. C'est pour ça que le compromis, c'était on maintient les cas existants, on n'en demande pas plus, mais pas moins, et on permet en outre à tout propriétaire de proposer un bail environnemental, parce que quand même, là, on est tous d'accord pour les pratiques environnementales. Et c'est normal qu'un propriétaire puisse mettre un bail environnemental. Mais on ne rajoute pas des contraintes supplémentaires. Le débat précédent sur la dérégulation, sur les normes, sur la simplification, c'est exactement ça. Ne rajoutons pas des contraintes aux agriculteurs qui s'installent ou à ceux qui achètent des parcelles. Et notamment, les seules clauses admissibles seraient des clauses garantissant le maintien des bonnes pratiques et pas l'imposition de normes supplémentaires. C'est inscrit. C'est la raison pour laquelle je crois que ce garde-fou que l'on a mis en commission pendant des heures, il est suffisant. Et votre amendement, Monsieur César, et les autres amendements, celui qui s'en rapproche le plus de celui de la commission, c'est d'ailleurs celui de Monsieur Revet. Mais le garde-fou qu'on a vu, non mais c'est la réalité, mais le garde-fou qu'on a mis en commission paraît suffisant. Et votre amendement, il supprime purement et simplement l'extension du bail environnemental. Donc moi, je suis désolé, je vous demanderai, je ne sais pas si vous serez d'accord, de retirer cet amendement, de garder la position de compromis, qui est une position qui, à mon sens, a été acceptée par la profession agricole, par ceux dans la profession agricole, toutes tendances confondues, qui pensent qu'il faut quand même mettre un certain nombre de barrières, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais qu'on ne revient pas en arrière, qu'on n'en demande pas toujours plus. C'est pour ça que je souhaiterais que vous retiriez votre amendement, vous l'avez défendu, vous avez donné vos positions, au profit du compromis politique et professionnel que nous avons obtenu en commission. On maintient le bail environnemental, on met les garde-fous, pas de retour en arrière, mais pas de contraintes supplémentaires, parce que les contraintes, parfois, on commence à en avoir un peu marre. Voilà. Donc évidemment, avis de Madame la Présidente, avis de retrait, où je me verrai dans l'obligation de donner un avis défavorable, parce que c'est un retour sur le compromis, et à mon avis sur quelque chose qui peut fonctionner et bien fonctionner. Monsieur le rapporteur, j'attends de vous des avis sur le 60 rectifié et le 197 rectifié. Ce sont des avis de retrait ou des avis défavorables. Celui qu'on pourrait intégrer, c'est en partie celui de M. Revet, mais alors on pourrait rajouter un amendement, le rectifier de rédactionnel, mais enfin, il est dans le texte de la commission, me semble-t-il. Et donc, j'aimerais qu'on puisse se limiter au texte de la commission. Très bien, donc retrait ou avis défavorable pour l'ensemble des amendements. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement sur ces amendements. Sur les amendements, c'est le même avis que le rapporteur. Je voulais juste rajouter une chose sur, monsieur le sénateur Revet, sur la question que vous avez évoquée déjà hier. Oui, je prendrai l'initiative de rencontrer le ministère de l'écologie et Ségolène Royal avec le secrétaire d'État maintenant à l'économie maritime pour qu'on puisse traiter la question littorale et surtout, je vous le dis, la grande question posée par l'aquaculture. Ça, c'est un vrai sujet. On a là à reprendre ce sujet et à remettre en route une production et une filière. Tout à fait d'accord avec vous. Donc je vous ferai à vous, de manière spécifique, compte rendu des rencontres que j'aurai et des objectifs qu'on se sera fixés en commun. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Très bien, j'ai plusieurs demandes d'explication de vote. Monsieur César.
Oui, merci Madame la Présidente. Le rapporteur, comme le ministre, vient de rappeler qu'il y avait une clause et un engagement de tous de trouver un accord unanime au sein de la Commission des affaires économiques. Je vous demandais au rapporteur si l'alinéa 10, qui dit ceci, petit a, pour garantir sur là où les parcelles mises à bail le maintien de ces pratiques ou infrastructures. Est-ce que c'est bien ça que nous avons voté en commission? C'était ça ma question. Et si c'est ça, si le rapporteur le confirme officiellement en disant qu'il maintient donc l'alinéa 10, à ce moment-là, nous retirerons notre amendement. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur César, je vous remercie de votre intervention. Ce que nous avons mis, c'est ce que vous venez de dire, pour garantir sur là où les parcelles, etc., le maintien des pratiques. C'est-à-dire que on peut changer si on veut, mais voilà, sur la base du volontaire. On n'impose pas du plus. Par contre, on ne revient pas en arrière sur ce qui a été fait. Donc on est totalement revenu sur ce qui avait été fait à l'Assemblée, qui complexifiait. Et si ça vous a convaincu, je vous remercie vraiment, Monsieur César, de votre position. Non, nous avons bien travaillé tous ensemble dans l'intérêt des agriculteurs. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il encore des demandes de parole malgré cet accord? Monsieur Deneux, alors. Moi, je voudrais me rallier à l'avis de Monsieur le rapporteur en lui disant, peut-être ne l'avait-il pas remarqué, que j'avais déjà rallié l'avis de la Commission en enlevant l'amendement que nous avions déposé. Et pour la compréhension des débats, il faut que vous compreniez que ces gens qui, comme moi, parfois nous regrettons, ne sont plus à la Commission des affaires éco, ne connaissant pas les débats internes de cette commission, nous avions pris la précaution de déposer, mais ayant appris qu'il y avait un compromis, moi je m'y étais rallié tout de suite. Alors, n'insistons pas sur ce compromis. J'aurais pu vous rappeler ma situation personnelle. Moi, j'ai été fermier sur 106 hectares, avec 23 propriétaires et 82 parcelles cadastrales. Vous voyez ce que peut donner l'application. Merci, Monsieur Deneux. Monsieur Dubois. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, nous avons, ça a été dit par Monsieur le rapporteur, nous avons beaucoup travaillé en commission. Un accord a été trouvé et le groupe UDI-UIC avait retiré son amendement, compte tenu des décisions qui avaient été prises et du compromis qui nous paraît tout à fait équilibré. On ne tire pas un trait sur le passé, mais on n'en rajoute pas pour l'avenir. Merci, chers collègues. Est-ce que je peux considérer que l'ensemble des amendements ont été retirés? Monsieur Revet? Oui, merci Madame la Présidente. Je suis comme Monsieur Deneux. Il se trouve que la Commission des affaires économiques a été divisée en deux et que nous ne participons pas, pour un certain nombre d'entre nous, aux travaux. C'est d'une certaine façon dommage, même si on travaille bien à la Commission. Merci de me dire que l'on vous manque, mais si vous voulez, même si nous faisons du très bon travail dans la Commission de l'environnement, il n'empêche que nous n'avons pas participé à cette réflexion. Mais ceci étant, mes collègues qui y participent, et je leur fais totalement confiance, ayant pris en compte les évolutions qui ont été travaillées dans la Commission et les résultats auxquels on est parvenu, et Monsieur le rapporteur ayant indiqué que le seul qui pourrait peut-être être adopté, c'est celui que j'ai déposé, puisqu'il est très proche du travail de la Commission, je vais retirer celui-ci et le suivant. Et bien entendu, s'il y avait quelque chose, on verrait plus tard, mais pour l'instant, ils vont être retirés. Merci. Je vous remercie, Monsieur Revet. Toute la série donc des amendements a été retirée. Je suis saisie de 6 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur César, vous présentez le 313 rectifié. Vous êtes le premier signataire de cet amendement. Merci de supprimer les alinéas donc 13 et 14 par rapport donc aux dispositions qui sont prises en particulier au niveau des baux. Voilà, j'ai résumé parfaitement. Enfin, je ne sais pas si c'est parfait, mais au moins je l'ai résumé. Merci, Monsieur César. Le 534 rectifié, Monsieur Dubois. C'est un amendement identique. Il vient d'être défendu, Madame la Présidente, de façon explicite, efficace, rapide. Merci, chers collègues. Monsieur Lecam ou Monsieur Lecam?
Oui, c'est le même amendement. Donc ce dispositif risque de fragiliser le statut du fermage en permettant d'exercer des pressions sur le fermier qui n'est pas en position de force. C'est pourquoi nous vous demandons de supprimer ces alinéas et de revenir à l'existant, c'est-à-dire la mise à disposition au profit d'une société à objet principalement agricole. Je vous remercie, Monsieur Le Cam. Le 754 n'est pas défendu, il tombe. Monsieur Labbé, vous présentez le 126. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Si on a l'impression d'avancer quelque peu difficilement lorsque l'on entend les débats du côté de la droite, la transition est une absolue nécessité et attendue par une grande partie du monde agricole et aussi par la société civile et par nos concitoyens. Donc cet amendement vise à accompagner un mouvement qui est déjà en cours. Donc un propriétaire bailleur peut, lorsqu'il a contacté un bail rural avec une personne morale du type GAEC ou SCEA, se retrouver lié à des personnes qu'il n'a pas choisies initialement par le jeu des fluctuations possibles dans la composition de la structure preneur du bail. Pour se prémunir de cette situation, le bailleur a la possibilité de signer le bail non plus avec la structure morale, mais directement avec les associés, qui mettent alors le bail à disposition de la structure juridique qu'ils ont choisie pour l'exploitation du bien. Mais le Code rural ne désigne comme structure pouvant bénéficier d'une mise à disposition que des sociétés à objet principalement agricole, dont le capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. Or, si les formes sociétaires se développent de façon importante dans le monde agricole, il existe aussi un développement d'autres formes d'organisation entre personnes partageant un projet agricole, notamment sous forme d'associations 1901, à l'image des AMAP, ou encore les pépinières d'activités agricoles visant à permettre à des porteurs de projets de se tester avant de se lancer dans leur activité agricole en production biologique. Aujourd'hui, la mise à disposition d'un bail rural à une association n'étant pas possible, elles ne peuvent être représentées que par le biais indirect d'un de leurs membres, directement preneur du bail, au détriment de leur volonté de partage collectif des responsabilités liées à la production et à l'entretien du bien. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, je serais vraiment très déçu de ne pas avoir un avis favorable sur cette proposition progressiste et qui suit la volonté de la société. Je vous remercie, Monsieur Labbé. La parole est à Monsieur Dubois pour défendre le 519 rectifié. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, excusez-moi, ça a un lien très direct avec les amendements que nous venons de déposer précédemment. Et c'est sur la définition de la société. On parle de société à vocation principalement agricole, et nous souhaitons changer cette phrase par les mots « à objet agricole ». À objet agricole, c'est-à-dire uniquement gérer des sociétés dont l'objet est bien de transformer et de cultiver la terre, donc des sociétés agricoles. Je vous remercie, chers collègues. Je vais donc demander à notre rapporteur son avis sur ces amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame la Présidente, je vais vous faire une réponse de progressiste pour faire plaisir à Monsieur Labbé, parce qu'il disait qu'il faut être progressiste. Comment ? Non, il ne faut pas s'en méfier, parce que je vais donner un avis favorable aux amendements de Monsieur César, de Monsieur Dubois, de Monsieur Le Cam. Je vais donner un avis défavorable à celui de Monsieur Labbé. Et le vôtre, monsieur Dubois, le dernier, le 519, malheureusement, il tombe. Mais ce que vous avez... Il tombe, forcément, si on vote celui de monsieur César. Mais ce que vous avez ajouté à objet agricole, moi, m'intéresse beaucoup. Et peut-être que dans la deuxième lecture, il faudrait voir comment on pourrait l'intégrer dans le texte. Je crois qu'un bail rural, c'est personnel. On passe un bail avec quelqu'un, avec un agriculteur. Et transférer un bail, ça existe, on pourrait comprendre. Mais à une personne qui n'est pas forcément agriculteur, toujours pareil par rapport à ce qui caractérise les lignes forces de cette loi, revient peut-être à amoindrir la force de l'agriculture au profit d'autres. Ce n'est pas un procès d'intention.
C'est tout simplement de se dire qu'il faut qu'on ne peut pas accepter un portage de bail, parce qu'à l'arrivée, si on laissait cela, ça pourrait présenter des risques de détournement du statut du fermage. En fait, c'est ça. Voilà. Et c'est suffisamment fragile, le statut du fermage, que je ne vous propose pas, Monsieur l'abbé, j'en suis désolé, de vous soutenir sur le sujet. Par contre, je donne des avis favorables aux autres. Celui de 519 tombe. On regardera la suite. Et si nous faisons cela, je pense que nous assurons la transmission de terre, nous assurons la qualité des baux ruraux et nous évitons d'éventuelles dérives. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement. Je vous remercie. Très bien. Bien, il n'y a pas de demande d'explication de vote. Monsieur l'abbé. Le véritable progrès est toujours victime d'inquiétudes qui ne sont pas forcément fondées. Et là, c'est véritablement le cas. La société civile, l'agriculture, certes, c'est l'affaire des agriculteurs, et heureusement, mais l'agriculture n'est plus que l'affaire des agriculteurs, est l'affaire de l'ensemble de la société que l'on représente ici. Merci, Monsieur l'abbé. Monsieur le rapporteur. J'ai fait tout à l'heure l'explication plus large. Je veux répondre très précisément et de façon très précise et technique, excusez-moi, en lisant l'argumentaire à Monsieur l'abbé, pour bien dire qu'il n'y a pas d'opposition, on n'est pas là pour se confronter sur ces sujets, mais ce que vous proposez, c'est que le bailleur puisse non seulement mettre le bail rural dont il dispose à disposition d'une société à objet agricole, Monsieur Dubois, Monsieur César, nous en sommes d'accord, dont il est membre, mais également à toute association loi 1901 dont il serait membre. Et je crois que c'est là où il y a un problème. Je ne mets pas du tout en cause les associations loi 1901, ce n'est pas le sujet, mais c'est un détournement, ça peut s'apparenter à un détournement du statut du fermage. D'abord, cette mise à disposition ne nécessiterait pas l'accord du propriétaire bailleur. Donc ça pose quand même un problème du statut de la propriété. Et puis, un tel montage paraît difficilement acceptable. Le bail mis à disposition d'une exploitation, en effet, le bail est mis à disposition d'une exploitation agricole. Ça, c'est la règle. Cette faculté de mise à disposition vise à laisser l'agriculteur libre, liberté de l'agriculteur, de la forme juridique de l'exploitation. Or, les associations loi 1901 ne peuvent pas constituer le support juridique d'une exploitation agricole. Et donc, dans une loi d'avenir sur l'agriculture, on est bien là pour conforter les exploitations agricoles. C'est là où nous avons une divergence. Je comprends la philosophie de ce que vous dites, mais enfin, ce n'est pas tout à fait l'objet de la loi. Et donc, il y aurait une sorte de perte de contrôle du bailleur sur son bien, ce qui pose quand même problème, qui passerait dans d'autres mains sans qu'il en ait connaissance ou qu'il puisse s'y opposer. Et donc ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il y ait un bail qui soit donné, et puis après, ça change de main, le propriétaire n'a absolument pas son mot à dire, et il n'a rien à dire sur ce que deviendrait l'objet du bail, c'est-à-dire ce que deviendraient les terres. Donc c'est vraiment une atteinte au statut du fermage qui me paraît excessive. Je le dis sans être excessif moi-même. C'est la raison pour laquelle, Monsieur l'abbé, je pense que je comprends l'intention qui vous anime dans cet amendement, mais je pense que ça peut aller, mais ça peut aller à l'envers de ce pourquoi nous travaillons depuis des jours, et si j'ai bien compris, nous allons continuer au rythme où nous allons pendant des jours, c'est de conforter l'agriculture, le statut de l'agriculteur et les exploitations agricoles. Voilà. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 313 rectifié, le 534 rectifié et le 599 qui sont identiques. Ils ont reçu un avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention? Ils sont adoptés. Je suis désolée, Monsieur l'abbé, le vôtre tombe et celui de Monsieur Dubois également. Monsieur Dubois, votre amendement est tombé, là, vous n'avez plus la parole. Madame la Présidente, mais j'ai noté avec beaucoup d'intérêt les propos tenus par Monsieur le rapporteur pour la seconde lecture. Très bien, merci.
Bien, j'ai à l'article 4 toujours un amendement 177. Il est présenté par Madame Blandin. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, chers collègues. C'est le dernier sur le bien-être animal. Cet amendement porte sur le cadre qui s'offre aux mutations de l'agriculture et de la transformation des aliments. La transformation des produits est en adaptation permanente sous la pression de goûts ou de besoins nouveaux, besoins souvent créés par la publicité et la grande distribution, ainsi que sous la pression des marchés, car les matières alimentaires restent hélas des marchandises soumises à spéculation. La science ouvre des possibilités sans cesse renouvelées de modifier alimentation, reproduction, forme, productivité des animaux d'élevage. Mais il doit y avoir des limites éthiques. Ce n'est pas parce qu'on sait le faire que l'on doit le faire, même si cela rapporte plus d'argent à certains qui, au passage, sont rarement les éleveurs eux-mêmes. Le texte qui nous est proposé est équilibré. Il évoque la qualité des produits. Ce n'est pas parce que l'on sait produire du bœuf aux hormones que l'on va en produire au risque de perturber le métabolisme des consommateurs et celui des enfants. Aménagement du territoire. Ce n'est pas parce qu'il serait plus simple de cultiver et élever en plaine qu'on va abandonner les paysans des montagnes. Maintien de l'emploi en milieu rural. Ce n'est pas parce que des professeurs Nimbus veulent appliquer les recettes du BTP ou de la science-fiction aux étables qu'on va faire des usines à 1000 vaches et transformer nos campagnes en parcs d'attractions. Le cadre proposé est donc vertueux. Mais il y a un oubli, le respect du bien-être animal. Faute de cette mention, nous n'aurions aucun outil pour décourager les pratiques de mutilation ou d'immobilisation favorables à la production, mais génératrices aujourd'hui de souffrance et demain de mise aux normes douloureuses et coûteuses, voire de faillite, quand tomberont les règles de Bruxelles. De plus, un cadre vertueux en matière de bien-être animal est une protection pour nos éleveurs, car c'est bien l'agroalimentaire qui tire les prix vers le bas, importe n'importe quoi, se moque des conditions d'élevage au Brésil ou à Taïwan et ruine les producteurs de nos régions. Vous avez tous vu l'émission de télévision qui nous montrait les ateliers Farmor d'une célèbre coopérative et les poulets low cost importés du Brésil et de Taïwan. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais demander l'avis de notre rapporteur sur cette question. Le 177. Merci, Madame la Présidente. Madame Blandin, le bien-être animal a été rajouté dans la loi, dans les objectifs de la politique agricole générale. C'est la première fois qu'il a été fait, et sur ce sujet, tout le monde était d'accord. Par contre, je ne peux pas être d'accord d'en faire un objet spécifique. Parce qu'alors après, on ne s'en sortira pas. Et de le mettre dans le code rural, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'on peut dire qui peut le plus, peut le moins, ou qui peut le moins, peut le plus. Mais c'est inscrit dans le premier article, dans le cadre de la politique générale agricole. Et je ne pense pas qu'il faille en faire un objectif spécifique. Je comprends que vous présentiez votre amendement, mais je vous demanderai de bien vouloir le retirer, auquel cas je me verrai contraint de donner un avis défavorable. Oui, pour l'écriture dans la politique générale et pour en faire une orientation, non pour le mettre de façon à en faire un objectif spécifique de la politique agricole, parce que ce n'est pas un objectif spécifique de la politique agricole. On pourrait prendre plein d'autres secteurs de la société où on pourrait en parler. Donc je pense limitons-nous, et c'est la première fois que ça y est, à l'inscrire dans la politique générale, et ça sera une grande avancée déjà que nous aurons sur ce sujet. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement? Sagesse, et même avis que le rapporteur. Sagesse ou même avis que le... Sagesse. Sagesse. D'accord, merci. Très bien. Madame Blandin, Madame la Présidente, vous souhaitez répondre? Une explication de vote? Écoutez, je vais le retirer pour faire gagner du temps. Je ne suis pas assurée d'avoir une majorité, mais M. Guillaume a laissé passer la dernière occasion de soigner son karma vis-à-vis des espèces animales.
Merci Madame la Présidente pour ce retrait. Voilà pour l'examen de cet article 4 qui portait sur l'utilisation de fertilisants azotés à l'origine de la création des fameuses algues vertes. Je vous rappelle que ce projet de loi sur l'agriculture a finalement été adopté par le Sénat le 15 avril dernier. Vous pouvez toujours revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.